Merci madame. Je pensais laisser le micro à Édouard pour faire cette intervention. Le titre de la conférence m'a fait tilter un petit peu quand on parle d'entreprise, stratégie de neutralité climatique des entreprises. Peut-être une mauvaise nouvelle, hein, c'est que ça va être compliqué pour une entreprise d'être neutre en carbone. Et de toute façon, il n'existe pas de définition de la neutralité carbone à l'échelle d'une entreprise. Par contre, c'est la planète, à un moment donné, qui va devoir redevenir neutre en carbone. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'entreprise, elle peut y contribuer, à la fois en agissant sur sa chaîne de valeur, et donc ça, on l'a bien vu ce matin à travers les différentes interventions, et également en dehors de sa chaîne de valeur, puisque l'enjeu, et vu l'urgence climatique que Madame Tréant nous a montré au début en fait, de cette journée, les entreprises vont devoir aussi aller soutenir des projets en dehors de leur chaîne de valeur pour pouvoir préserver, voire reconstruire, améliorer, on va dire, nos puits de carbone. Donc nous, chez Climate Seed, donc merci, on est très connus, alors peut-être un peu moins que les différentes entreprises présentes ce matin. On a 5 ans, on vient de fêter nos 5 ans le 9 novembre dernier. Et juste pour la petite histoire, on a démarré donc le 9 novembre 2018 et lancé officiellement avec à nos côtés Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, puisque nous avons été lancés en tant que social business. Donc moi, j'étais co-responsable de la RSE dans une filiale de BNP Paribas. Édouard était un de mes collègues, et puis Sébastien Nunes, qui est notre CEO, travaillait également dans cette filiale. L'idée en fait de Sébastien, c'était de dire ok, on travaille dans une banque, qu'est-ce qu'on fait exactement? On travaille sur des actifs financiers, des actifs régulés, et puis il y a tout un savoir-faire en termes d'efficacité, de transparence, que le métier en fait de cette banque, de cette filiale développe. Et on s'est dit, en fait, il va falloir le mettre au profit d'un actif qui est le crédit carbone pour pouvoir quelque part redonner ses lettres de noblesse à ce marché, puisque 5 ans auparavant, en fait, il n'avait pas autant le vent en poupe qu'actuellement. Même si effectivement, on peut constater aujourd'hui que cette année, il y a eu quelques controverses. Et c'est bien dommage parce que ça nuit pas mal en fait on va dire à la réputation de ces projets qui, il ne faut surtout pas l'oublier, au-delà de ce fameux crédit carbone, génère aussi des co-bénéfices extrêmement importants pour la biodiversité, pour l'environnement et aussi pour les communautés locales. Donc en fait, on a des confrères développeurs de projets qui ont, il y a déjà 10 ans, 15 ans, ont pris des risques à aller financer, à aller développer ce genre de projet pour le bien de la planète et de la communauté. Certes, il y a certains enjeux de méthodologie à revoir, et c'est le cas aujourd'hui, mais il ne faut surtout pas oublier que ces projets sont fondamentaux et les entreprises se doivent d'aller les soutenir par leur contribution, encore une fois, dans une logique qui n'est pas de réduire son bilan carbone, c'est pas le jeu, mais de soutenir en dehors de sa chaîne de valeur ce genre de projet. Voilà. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que quand Climate Seed a démarré, on a démarré sur ce marché de la contribution climatique, et aujourd'hui, on accompagne pas mal de clients, que ce soit des petites entreprises, mais aussi des grands groupes et des grosses marques comme Ferrari, comme Cartier, mais aussi comme Veolia, comme Engie Solutions et plein d'autres. Je ne vais pas citer BNP Paribas et AXA, on va dire que ça ne compte pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, BNP Paribas a été notre premier actionnaire. Et puis, il y a 2 ans et demi, on a été racheté par un fonds impact d'AXA. Donc, effectivement, je ne les citerai pas. Très rapidement, des clients sont venus nous voir pour nous dire « Ok, c'est très bien ce que vous faites. Par contre, moi, j'ai déjà un premier enjeu qui est de en fait, mesurer mon empreinte carbone, évidemment. C'est le nerf de la guerre et tout le monde doit y aller. Évidemment, ce n'étaient pas forcément les entreprises les plus matures sur le sujet, qui avaient déjà un département RSE, des experts carbone en interne, voilà, qui savaient travailler le sujet. Peut-être des plus petites entreprises où il n'y avait pas forcément un enjeu réglementaire, mais d'autres enjeux, et notamment cet enjeu, quelque part, achat-fournisseur, puisque déjà il y a 4 ans, c'était le balbutiement. En fait, certains de nos clients venaient nous voir en nous disant « Moi, je suis un fournisseur de un tel ou un tel, et finalement, si je veux renouveler mon contrat ou si je veux gagner cet appel d'offres, je dois maintenant renseigner tout un tas de données extra-financières. »
et notamment mon bilan carbone. Alors aujourd'hui, ça s'est même accéléré. On voit qu'il y a certaines entreprises, certains, on va dire, leaders français intègrent même dans ces contrats d'achat l'obligation de faire un bilan carbone, l'obligation d'avoir une trajectoire SBTI et même des pénalités. Si le fournisseur ne respecte pas cet engagement de fournir ce bilan carbone, il existe effectivement ce genre de mécanisme au niveau des achats. Et on l'a vu aussi au niveau de certaines entreprises, c'est juste après une dimension purement RH, où en fait on a besoin d'attirer des talents, qu'ils soient ingénieurs, sortis d'écoles de commerce, etc. Finalement, la première chose que ces gens demandent lorsqu'ils intègrent une entreprise, c'est qu'est-ce que vous faites en termes d'environnement, qu'est-ce que vous faites en termes de bilan carbone, etc. Donc nous, on le voit bien au niveau des clients qu'on accompagne, des PME et des ETI, notamment, que l'enjeu, il n'est pas exclusivement réglementaire, même si effectivement avec CSRD, tout le monde commence à se réveiller. Et donc là, on voit qu'il y a une réelle accélération au niveau de la demande et de pouvoir réaliser son premier bilan carbone. Donc par rapport à ça, on a démarré, on accompagne beaucoup de clients sur le bilan carbone, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille. Et très rapidement, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'était qu'il fallait absolument digitaliser l'expérience. Le fichier Excel, c'est terminé. On ne peut plus en fait continuer de travailler sur un fichier Excel, d'autant plus qu'il s'agit en plus de piloter ensuite cette démarche, sa stratégie de décarbe. Et donc, on a besoin d'être outillé pour ça. Si bien que, en parallèle, d'avoir des experts carbone donc, qui ont été formés auprès de l'Association pour la transition bas carbone, on a développé en parallèle, avec une équipe une petite dizaine de développeurs, un outil digital qui nous permet de travailler et d'aller le plus loin possible dans la granularité pour obtenir un bilan carbone digne de ce nom et de travailler vraiment sur la donnée, la collecte de données, la saisie de la donnée, et de rapporter tout ça à des facteurs d'émission les plus précis possibles. On va dire des facteurs d'émission monétaires à des facteurs d'émission physiques spécifiques. Et donc là, on a accès à des bases de données, etc. Et donc, Édouard va vous expliquer comment fonctionne cet outil. Alors, monsieur Alano, je pensais au départ que vous faisiez le pitch de Climate Seed jusqu'à ce que vous citiez un de nos confrères, Trace. Entre-temps, j'avais regardé dans mon CRM vite fait, je me suis dit, ah non, en fait, c'est pas notre client. Dommage. Mais voilà, effectivement, je pense que beaucoup d'acteurs et des cabinets plutôt traditionnels apportent, à travers des missions de conseil, cette expertise pour accompagner les entreprises dans la réalisation du bilan carbone et puis derrière des plans de transition, des objectifs SBTI, du acte pas à pas, etc. etc. OK. Ce qu'on s'est rendu compte, nous, c'est qu'il était important de travailler sur des bases très solides. Donc on était parmi les premiers à faire partie de la Net Zero Initiative du cabinet Carbone 4 pour essayer de comprendre et de travailler sur un bon référentiel, de travailler en fait sur les bons outils, les bons axes de travail. Avec une solution effectivement qui va pousser nos clients vraiment dans le retranchement pour aller vraiment aller chercher de la donnée bien précise pour avoir en fait une photo précise et une baseline la plus précise possible pour travailler effectivement sur un plan d'action de réduction qui va reposer sur des bases fiables. Donc je vais laisser Édouard présenter l'outil et notamment en fait le focus sur le scope 3. On l'a vu récemment avec un de nos clients qui nous dit, nous on a une problématique, c'est qu'on a 22 000 fournisseurs. Et aujourd'hui, 99,9% de cette empreinte carbone, de ce fameux scope 3.1, en fait, il est établi sur la base de dépenses et donc sur des ratios monétaires. Comment on peut s'améliorer, comment on peut engager ces différentes parties prenantes, ces fournisseurs, pour nous aider en fait à réduire ce scope 3 qui, comme vous l'avez dit, madame, représente une part ultra importante des émissions. Dernier point, ce qui est important, on n'en a pas parlé aujourd'hui, la problématique pour les entreprises, elles peuvent être la réglementation, mais faire ce bilan carbone et travailler sur une trajectoire ultra précise, c'est bien aussi par rapport à son banquier. Les banquiers commencent à intégrer dans les offres de prêt les SLL, les impact loans, etc., des critères environnementaux. La Banque de France, d'ailleurs, en sort un aussi au mois de janvier prochain.
Les investisseurs également, en fait, mesurent l'empreinte carbone de leur portefeuille. Donc nous, on travaille beaucoup avec des sociétés de private equity pour mesurer l'empreinte carbone des portefeuilles et donc des participations. Donc il y a un engagement aussi auprès des participations pour faire la mesure d'empreinte carbone de portefeuille. Donc on voit que finalement, en fait, on est en train de créer quelque part un cercle vertueux. Ce n'est pas toujours facile pour des organisations de plus petite taille à comprendre en quoi ce bilan carbone, cette stratégie de décarbe représente encore une vraie opportunité ou des opportunités. C'est encore quand même relativement perçu pour des contraintes. Ce matin, on a vu des entreprises qui sont quand même bien structurées, bien avancées. Aujourd'hui, on le voit avec quand même pas mal de clients et pas mal de prospects chez nous qu'on rencontre. On a 5-6 rendez-vous tous les jours pour des besoins. On voit bien quand même qu'ils sont loin de tout ce qui a pu être présenté. Aujourd'hui, en fait, l'enjeu principal, c'est aussi de bien comprendre. Donc, cet effort pédagogique auprès de vos fournisseurs, il va être aussi extrêmement important pour comprendre pourquoi on demande à son fournisseur de rentrer dans ce genre de démarche. Je passe la main à Édouard. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, je me présente à mon tour. Moi, je suis Édouard Blin, directeur des opérations de Climate Seed. Et je suis responsable du pôle consulting chez Climate Seed et de l'équipe tech, les développeurs dont a parlé Alexandre notamment. Alors, je vais passer ça. On est un petit mot. Donc, on a commencé effectivement sur les crédits carbone, comme a dit Alexandre. On a lancé, nous aussi, on a commencé par travailler avec des fichiers Excel. On s'est formé à la formation bilan carbone. Ensuite, on a été certifié par BPI France. Je suis aussi conseiller acte pas à pas pour accompagner des entreprises. On n'est plus sur la mesure. Maintenant, il y a de plus en plus de demandes sur quelle est ma stratégie de réduction. Donc, il n'y a pas que SBTI, c'est bien, c'est top-down, c'est high-level, mais on a aussi besoin d'implémenter son plan d'action, d'avoir une réflexion stratégique, et acte pas à pas est une bonne démarche pour ça. Je voulais simplement redire un petit mot sur le contexte. On a parlé déjà pas mal ce matin sur la partie, sur le scope 3, le fait qu'il a une part largement prépondérante, sauf effectivement le secteur du ciment et les compagnies aériennes. On a parlé du SBTI, il y a aussi les engagements publics dans le CDP, la réglementation, la TCFD et d'autres initiatives. Alors pour revenir sur le SBTI, puisqu'on a pas mal parlé ce matin, juste sur les quelques points clés sur le scope 3, on dit que si il est significatif à partir du moment où il représente plus de 40% des émissions totales, et s'il est significatif, on est obligé de se fixer une target dessus, qui doit couvrir au moins 67% des émissions totales. Donc ça, c'est sur la partie contrainte, et on voit que, évidemment, c'est un sujet, ça a beaucoup évolué ces 2 dernières années. On a eu, effectivement, comme on l'a dit un peu plus tôt ce matin, des mesures scope 1 et 2, et puis sur le scope opérationnel qui incluait aussi les voyages d'affaires. Mais on a besoin maintenant de calculer l'ensemble du scope 3. Et on a différentes méthodologies pour les différentes catégories du scope 3. Évidemment, on ne va pas traiter de la même manière les déplacements domicile-travail, les investissements, comment on mesure l'empreinte carbone de son réseau de franchisés, ou les achats de biens et de services, scope 3 points, dont je vais parler aussi. Alors effectivement, comme Alexandre l'a dit, on est passé du stade Excel à une plateforme digitale assez avancée, et on a travaillé avec notre actionnaire AXA et un certain nombre de clients. Alors ça paraît un peu technique comme ça ressemble. On voulait parler le langage que parlent nos clients et les consultants qui vont auditer les données extra-financières, qui aiment bien Excel. Donc on a évidemment des tables qu'on peut filtrer sur de différents sites et différentes entités juridiques. C'est un peu ce qu'on a, un tableau croisé dynamique, mais version web, de manière à filtrer tout ce qu'on veut. Et tout ça est exportable dans Excel, et on sait que les auditeurs des données extra-financières sont habitués à ça et aiment bien jouer avec Excel, que les choses ne soient pas black box, que derrière les chiffres, on puisse voir quelles ont été les données d'activité qui ont été saisies et quels sont les facteurs d'émission qui ont été utilisés. C'est quelque chose de fondamental pour l'auditabilité des données.
Alors, je vais en parler brièvement. Ce déplacement domicile-travail, je ne vais pas m'attarder dessus. Ce n'est pas forcément l'enjeu majeur du Scope 3, mais évidemment, il faut des enquêtes. Alors, beaucoup ont commencé vers des formulaires Google Forms, Microsoft Forms pour poser quelques questions à leurs employés. C'est bien. Après, ça ne permet pas forcément un traitement automatisé derrière. Donc, on a sur la plateforme qu'on a développée donc ce genre de formulaire, mais avec le reporting automatique derrière qui va bien. On traite aussi les déplacements professionnels de manière automatisée. On ne va pas s'amuser à rentrer tous les voyages d'affaires qu'a fait l'entreprise, ça ne sera pas gérable. Sur un formulaire web, il y en a potentiellement beaucoup quand on s'adresse à des clients d'une certaine taille. Donc on va, en général, quand on travaille avec nos clients, elles vont pouvoir récupérer un extrait de leur logiciel de voyage d'affaires. Et cet extrait, on va le récupérer, le formater un petit peu et l'uploader. L'upload de données en masse dans une plateforme est fondamental si on veut gagner un temps important. Et pour faire ça ensuite, pour traiter les données, on a évidemment un certain nombre d'automatismes, de distances calculées automatiquement via par exemple Google Maps API ou d'autres API. Et voilà, ce qui permet d'automatiser pas mal les choses. On a ce même genre de mécanisme pour les données de fret, ça va être un peu similaire. On a un template pour les clients qui notamment opèrent dans le secteur de la logistique, qui vont avoir du fret amont, fret aval, qui en présentera une partie importante de leurs émissions carbone. Et je voulais parler aussi de la mesure du scope 3.1 parce qu'on a actuellement une demande assez importante de nos clients. Comment fait-on ? On a parlé avec un client qui a 22 000 fournisseurs. Alors, comment je fais pour récupérer calculer mon scope 3.1 quand j'ai 22 000 fournisseurs ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une grosse estimation qui a été faite évidemment sur les données monétaires et des données monétaires génériques. Donc ça permet de donner une estimation, mais qui est quand même très... doigt mouillé, enfin qui est en tout cas pas assez peu précise. Et donc il faut tout l'enjeu, c'est vraiment d'affiner ce scope 3.1 qui est souvent qui représente une part importante des émissions à l'intérieur du scope 3. Et donc il va falloir engager ces fournisseurs à traiter la donnée vraiment massive. Il nous est arrivé de récupérer des fichiers Excel d'achat de plusieurs centaines de milliers de lignes. Et ça, évidemment, ça ne peut pas se faire sur Excel, et même sur une plateforme digitale, il faut quand même un petit peu de technologie pour pouvoir automatiser ça. Alors, je vais parler de la démarche de manière générale, parce que l'intelligence artificielle, c'est bien, mais ça ne va pas suffire en tant que tel. Il faut combiner, évidemment, l'intelligence artificielle avec l'engagement fournisseur, qui, de toute façon, est indispensable. Donc, comment on marche, par exemple, une prestation typique de comment engager ses fournisseurs, en tout cas pour la première partie, qui est la mesure un peu plus précise du scope 3.1. Évidemment, il y a une partie de planification stratégique, collecte les données auprès de notre client et des définitions de quel type de fournisseurs on va engager. Est-ce qu'on fait une loi de Pareto ? On va s'engager par exemple sur les fournisseurs les plus significatifs et garder une approche monétaire sur les fournisseurs qui sont beaucoup moins significatifs. Ou est-ce qu'on veut vraiment lancer une campagne en masse et puis essayer de récupérer tout ce qu'on peut récupérer auprès d'à peu près tout le monde avec des options. On acceptera d'être un peu moins précis, d'avoir un taux de réponse un peu plus faible auprès des fournisseurs moins significatifs. En revanche, pour les fournisseurs significatifs, on veut un taux de réponse élevé et des données fiables, évidemment. Donc, on va commencer à demander aux fournisseurs de confirmer les biens et services vendus et dans la mesure du possible, de nous fournir des facteurs d'émission spécifiques aux biens, aux services vendus. Et dans ce cas-là, on a la chose qui est idéale, qui est un facteur d'émission spécifique pour le produit ou le service vendu par le fournisseur spécifique. Donc ça, c'est les choses idéales. Je vous avoue que ça arrive assez peu souvent quand même. Quand on ne l'a pas, on a quand même un certain nombre de fournisseurs qui auront fait leur bilan carbone, qui l'auront publié dans la base de données du CDP par exemple, ou celle de l'ADEME s'ils sont français. Et dans ce cas, on va éviter de leur poser trop de questions parce que le problème aussi
des fournisseurs, c'est qu'il y a des initiatives de partout. Il y a des clients qui veulent tous de leur demander à peu près la même chose. Et donc, il y a quelque part, ils sont... voilà, il y a trop de demandes d'un peu tout le monde et des mêmes données. Il n'y a pas de choses suffisamment centralisées. C'est trop de travail administratif pour eux. Et donc, on va récupérer un maximum les choses sur les bases de données publiques. Alors évidemment, avant tout ça, on parle d'engagement pour la mesure, mais quand on lance une campagne d'engagement des fournisseurs, on va généralement pas se limiter uniquement à la mesure. On parle d'un Supplier Engagement Toolkit en anglais. On va vouloir les éduquer. Autant les gros fournisseurs, les grosses entreprises seront assez formés sur les sujets. Les petites entreprises, les PME seront un petit peu moins formées de manière générale. Et donc, on va proposer déjà des guidelines que le client souhaite voir chez ses fournisseurs. Et puis de la formation qui peut être de la formation en ADEME, des formations type AXA Climate School par exemple, des choses comme ça pour être sûr que les gens sont éduqués parce que s'ils mesurent, s'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, on ne va pas pouvoir les engager. Donc une fois qu'on a posé des questions aux fournisseurs, qu'on a réussi de récupérer un maximum de données de leur part, on va passer à du traitement automatisé qui va passer par de l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien joli, on entend intelligence artificielle de partout, on entend de plus en plus parler de ChatGPT. Mais concrètement, pour les achats et le scope 3 points, en quoi ça s'applique? Ça s'applique quand on récupère des listings d'achat de centaines de milliers de lignes, aller chercher à la main des facteurs d'émission qui correspondent à l'intitulé produit, évidemment, c'est pas possible. Donc, il va falloir automatiser ça. Et pour automatiser ça, il faut ce qu'on appelle dans l'intelligence artificielle de la NLP, de Natural Language Processing. Qui va comprendre l'intitulé produit, qui va trouver le facteur d'émission le plus pertinent et évidemment l'utiliser et apporter ensuite dans le reporting cette transparence au client. Et c'est le sujet majeur, c'est ça, c'est comment catégoriser l'intitulé produit, comment catégoriser l'achat pour être certain d'avoir le facteur d'émission le plus précis et pas aller chercher manuellement des facteurs d'émission. Alors quand on n'a pas, ça arrive aussi évidemment, de facteurs d'émission dans une base de données publique ou de reporting de résultats d'ACV, si le client a pu publier son empreinte carbone, on va à défaut chercher un facteur d'émission monétaire spécifique. Ça sera toujours mieux que d'aller chercher un facteur d'émission monétaire générique qui est dans une base de données de l'ADEME ou une base de données sectorielle. L'enjeu consiste là aussi, avec un peu d'IA, classer correctement l'entreprise dans le bon secteur de manière à lui appliquer le bon facteur d'émission, ce qui peut être évidemment manuellement, quand on a 22 000 fournisseurs, c'est compliqué aussi, même si on reste purement monétaire. Donc il faut de l'aide d'intelligence artificielle ou de technologie pour classifier les choses correctement. Alors, un petit exemple, à quoi ça ressemble un fichier Excel de traitement de données. Donc, on a des inputs, l'intitulé produit, on va avoir de la quantité, on va avoir du prix, devise, et puis on veut savoir si le bien a été à une part de recycler, parce qu'évidemment, le facteur d'émission ne sera pas le même. On ne va pas traiter les choses de la même manière. Et puis, quand on est en catégorie GHG protocole, on a besoin de savoir l'année d'achat, parce que dans un cas, si ce n'est pas l'année qu'on regarde, on ne va pas le traiter. Et si on est en bilan GES réglementaire, on a on a les amortissements. Et donc, il faut voir quelle est la durée d'amortissement. Et une fois que la durée d'amortissement est révolue, on n'a plus besoin de traiter les données. Donc, il nous arrive d'avoir dans les fichiers d'achat des lignes qu'on ne va pas traiter tout simplement parce qu'elles ne sont plus pertinentes, ni en GHG protocole, ni en bilan GES réglementaire, parce qu'en bilan GES réglementaire, ça aura été complètement amorti. Et dans ce cas, ce sera exclu et précisé que c'est exclu du champ d'application. Un petit exemple un peu plus parlant.
de Natural Language Processing. Donc on a par exemple un achat de lait d'amande bio, on a des données d'input du client et l'algorithme va prédire qu'il s'agit de almond milk, donc du lait d'amande, il aura bien compris. Et il va dire, ok, très, très bien, j'ai ça comme donnée, mais j'ai une quantité, je ne sais pas à quoi correspond la quantité, j'ai pas d'unité, j'ai pas de litre, j'ai pas de, donc il va falloir le traiter correctement. Et la donnée prix, si je veux le traiter, comme je peux pas le traiter en physique, si j'essaye de le traiter en monétaire, bah là il y a une erreur dans la colonne prix, il n'y a pas la bonne valeur, qui n'est pas une valeur qui correspond à un prix avec ABB. Donc l'algorithme va renvoyer un fichier Excel en output et dire avec un code couleur, expliquer au client qu'est-ce qui est traitable de manière automatique. Le résultat sera en blanc. Qu'est-ce qui n'est pas traitable de manière automatique avec un code couleur, évidemment, plus le rouge n'est pas traitable. On a besoin d'un peu plus d'aide pour traiter les choses. La description produit n'est pas suffisamment claire. Quand c'est en orange, il y a des problèmes. On a besoin c'est pas tant sur la description produit, c'est plutôt sur la quantité ou sur le prix pour traiter de manière physique ou de manière monétaire. Et quand c'est en jaune, on a pu le traiter. Il y a d'autres. On peut le traiter en monétaire, mais en revanche, on n'a pas pu le traiter en physique parce qu'on n'a pas la donnée physique qu'il fallait. Donc le but, c'est vraiment de rendre les choses un peu simples pour l'utilisateur, automatiser. Le code couleur est quand même assez important, que ça ne soit pas black box. Donc il va uploader son fichier Excel avec toutes ces données et on lui restitue déjà un onglet avec des statistiques globales sur les données qu'on a pu traiter et pas traiter, sur le score de prédiction. Il y aura une petite barre qui avance au niveau de la ligne qui explique là je suis confiant, je suis sûr de mon coup, je suis sûr que c'est ça, que j'ai bien catégorisé. Et dans d'autres cas, je pense que c'est ça, je suis pas sûr, vérifie. Voilà. Voilà, je vais juste vous expliquer en quoi on peut aujourd'hui traiter des données en masse et en quoi l'intelligence artificielle et la NLP peut aider. Au-delà d'engager ses fournisseurs pour de leur poser des tas de questions, avoir leur bilan carbone et le facteur d'émission spécifique. Il y a des technologies qui est là aujourd'hui. On a des data scientists en interne et c'est pas complètement absurde de lier la data science à un bilan carbone et à une démarche environnementale. La technologie est là pour aider, profitons-en. Voilà, merci beaucoup.